Le Mali ne manque pas de carburant, il manque d'air. Depuis septembre, un pays entier vit sous respiration artificielle. Les camions brûlent par dizaines, les routes coupées, des villages plongés dans le noir, des écoles fermées et des files d'attente qui ressemblent à des veillées funèbres. Tout ça n'a rien d'un problème de gestion. C'est une attaque, une attaque pensée, coordonnée et assumée. Et ce qui se joue là, ce n'est pas une crise malienne, c'est une stratégie de strangulation. Un étranglement économique destiné à faire plier un État qui a osé dire non aux parrains habituels du Sahel, c'est-à-dire le bloc occidental. Une méthode vieille comme le monde. On ne renverse pas un gouvernement qui tient debout, on l'étouffe jusqu'à ce que sa population craque. Alors, qui étrangle le Mali? Pourquoi maintenant? Et surtout, pourquoi en visant le carburant, l'oxygène même du pays est enclavé? Aujourd'hui, on va décortiquer ce blocus, comprendre les forces en présence, les stratégies, les mensonges et les enjeux derrière la pénurie. Car ce qui se joue au Mali pourrait bien annoncer la nouvelle forme de guerre moderne en Afrique. Je vous explique tout sur Penser le Monde. C'est vous, les abonnés, qui décidez si la vérité circule. Chaque like, chaque partage, chaque commentaire de plus de 6 mots, chaque visionnage complet aide nos vidéos à toucher de nouvelles personnes. Un autre moyen de soutenir la chaîne, c'est de rejoindre la communauté des membres. Vous avez droit à plusieurs vidéos exclusives par mois, des vidéos en avance et un accès au groupe Telegram avec près de 200 vidéos qui traitent d'un tas de sujets. Vous savez quoi faire. Aussi, j'ai publié une nouvelle vidéo sur mon autre chaîne YouTube Game of Minds. Ça parle de deepfake, comment ça marche et pourquoi est-ce qu'on peut tous en être victime. Le lien est en description et en commentaire épinglé. Vous avez peut-être entendu parler de ça, la crise de carburant au Mali. Ça a été artificiellement provoqué de l'extérieur dans le but de déstabiliser la situation interne du pays. C'est ce qu'a déclaré le ministre des Affaires étrangères du Mali, Abdoulaye Diop, lors d'une allocution devant le corps diplomatique le 5 novembre 2025. Sur le plan de la défense et de la sécurité, notre pays tient, malgré le départ des forces étrangères. Des capacités ont été développées pour permettre à notre pays de faire face à cette situation. Aujourd'hui, c'est l'économie et les citoyens du pays qui constituent la cible pour pouvoir asphyxier nos pays et obtenir la subjugation de nos pays, parce que nos pays ont fait des choix particuliers. Nous ne sommes pas dupes, ces terroristes ne sont pas seuls, ces terroristes sont souvent sponsorisés par l'extérieur, souvent même coachés pour évoluer vers des techniques plus sophistiqués. Sur la situation particulière que ce qui est convenu d'appeler pénurie des produits pétroliers, qui est une pénurie créée, parce qu'en réalité, on n'a pas failli par rapport à nos capacités de pouvoir importer ou exporter ou mettre ces produits à la disposition des Maliens, mais c'est une situation qui est artificiellement créée pour justement obtenir un soulèvement de la population. Sous l'impulsion de son Excellence, le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition chef de l'État, le gouvernement a pris des mesures fortes, notamment dans le cadre du comité interministériel de gestion des crises et catastrophes, SECOGEC, qui est présidé par le Premier ministre, le général de division Abdoulaye Maïga, qui suit cette question au quotidien, et qui a commencé à apporter des réponses et que progressivement, en tout cas, ce qui est convenu d'appeler la pénurie, il y a encore des perturbations, mais le carburant arrive dans le pays, arrive à Bamako, arrive progressivement dans les autres endroits du pays. Vous avez suivi, ces terroristes ne sont pas seuls. Ils sont souvent sponsorisés de l'extérieur, souvent même coachés pour évoluer et avoir des techniques plus sophistiquées. Sur la situation particulière qu'ils ont convenu d'appeler pénurie de produits pétroliers, qui est en réalité une pénurie créée, une situation qui est artificielle, créée justement pour obtenir un soulèvement de la population. Il l'a clairement dit. Et le discours a été diffusé par toutes les plateformes officielles du Mali. Il a souligné que l'État reste pleinement en mesure d'assurer l'importation, l'exportation et la distribution de produits pétroliers à sa population, c'est-à-dire la population malienne. Le ministre a également mis en avant les efforts considérables du gouvernement et l'engagement commun du Mali et des pays de l'Alliance des États du Sahel dans la lutte contre les groupes terroristes actifs dans la région, ainsi que pour la sécurisation des convois transportant les produits pétroliers. Abdoulaye Diop a en outre indiqué que les attaques des groupes armés contre les infrastructures économiques du pays traduisent un changement de leur méthode, ce qui, selon lui, témoigne
de leur affaiblissement global. Ils sont globalement fatigués, beaucoup plus épuisés. Pour le ministre, le changement de mode opératoire des terroristes qui s'attaquent à des cibles économiques est un signal de leur affaiblissement face aux forces de défense du Mali et de sécurité, ainsi que de l'exécution de leur projet de déstabilisation du Mali à des fins géopolitiques en perte de vitesse. C'est aussi ce qu'indique le communiqué du ministère. Plus tôt, en novembre, Fousseini Ouattara, le vice-président de la Commission de la Défense nationale, de la sécurité et de la protection des civils du Conseil national de la transition du Mali, a déclaré dans une interview accordée à African Initiative que le Mali sortait progressivement de la crise du carburant. Il avait précisé que cette amélioration était due au renforcement de la sécurité des convois, c'est-à-dire les camions-citernes, notamment grâce à la participation des combattants russes de l'organisation Africa Corp. Le 3 septembre, le groupe terroriste, le groupe de soutien de l'islam et des musulmans, le GSIM, avait annoncé avoir instauré un blocus dans les régions de Kayé et de Nioro. Ce sont des zones frontalières du Sénégal et de la Mauritanie. Et ils avaient pour but d'entraver l'importation de carburant. Le 14 septembre, des combattants ont attaqué un convoi provoquant l'incendie de 40 camions-citernes. Le 16 septembre, le premier ministre malien Abdoulaye Maïga a rencontré les représentants du secteur pétrolier pour discuter du renforcement de la sécurité routière ici en l'occurrence. Il a souligné que l'approvisionnement en carburant de la population restait une priorité pour les autorités de la transition. Le lendemain, l'armée a escorté un convoi de 30 camions-citernes en provenance du Sénégal jusqu'à Bamako. Donc, on peut le lire ici. Maïga a souligné que ces mesures étaient prises pour renforcer la sécurité des itinéraires d'approvisionnement. Il a noté que la satisfaction des besoins de la population en carburant restait une priorité pour le président de la période de transition Assimi Goïta. Le Premier ministre a rajouté que les attaques contre les convois reflétaient le désespoir des groupes armés qui changent de tactique en semant la panique. Il a présenté ses condoléances pour la mort des militaires et a déclaré que les priorités étaient la stabilité, l'information de la population et le respect des instructions des forces de défense et de sécurité. Ce qui s'est passé est un événement regrettable. Sachez qu'à chaque fois qu'un fils du pays meurt sur le champ de bataille, c'est un drame. Voilà ce qu'il a déclaré. Depuis le milieu du mois de septembre donc, on a l'armée malienne qui a commencé à escorter les convois de camions citernes vers Bamako afin d'assurer la sécurité des conducteurs et de la population civile, ce qui a permis d'accroître l'approvisionnement du pays en produits pétroliers. Cependant, la quantité de carburant disponible demeure insuffisante pour répondre aux besoins quotidiens de la population malienne. En conséquence, le ministère de l'Éducation a annoncé le 27 octobre la suspension temporaire des activités des écoles et des universités. On peut lire ici, un convoi de camions-citernes escorté par l'armée est arrivé à Bamako. Un convoi de 300 camions-citernes transportant du carburant est arrivé à Bamako sous protection des forces armées maliennes, les FAMA. C'est ce que rapporte un média local citant la Direction générale des douanes du Mali. Le convoi est entré dans la capitale malienne le 7 octobre dans le cadre des mesures d'urgence adoptées par le gouvernement pour faire face à la pénurie de carburant. La Direction générale des douanes a salué les efforts des autorités supérieures, du personnel administratif et des forces de sécurité sur le terrain, notamment ceux du poste douanier de Kadiana, dans la région de Bougouni, près de la frontière avec la Côte d'Ivoire. La direction a également rassuré qu'elle prendrait des mesures supplémentaires afin de garantir un approvisionnement régulier du pays en produits pétroliers. Donc vous voyez que rapidement le gouvernement malien a réagi et a envoyé des escortes protéger les convois. Depuis plus de 10 ans, des filiales de l'État islamique et d'Al-Qaïda opèrent au Sahel, déstabilisant le Mali ainsi que les pays voisins comme le Burkina Faso et le Niger. Les combattants se sont implantés dans le nord du Mali après l'arrivée de la France en 2012. Puis, les groupes islamistes se sont étendus, renforcés, suréquipés, entraînés dans toute la région du Sahel. Est-ce que c'est un hasard? Maintenant, à cause de ces enflures, on apprend qu'à partir du 27 octobre, les écoles et les universités du Mali suspendent temporairement leurs activités à raison de pénurie de carburant nécessaire au transport des élèves et des enseignants. C'est ce qu'a annoncé le ministre de l'Éducation du pays sahélien. Les établissements scolaires devraient reprendre leurs cours le 10 novembre. Donc là, techniquement, ça a recommencé. Cette décision s'explique par la perturbation de l'approvisionnement en carburant afin d'assurer la continuité pédagogique et l'exécution
des programmes d'études. Les dispositions sont en cours pour réaménagement de calendrier scolaire et universitaire, a déclaré le ministre de l'Éducation, Adouci Savani. Il a également rassuré que les autorités font leur possible pour rétablir l'approvisionnement des établissements avant la reprise des cours. Donc, il faut que l'on décortique tout ça. Le blocus de carburant a été réel et massif. Ça a causé beaucoup de dégâts. Depuis septembre, on a des convois citernes qui se font attaquer, des attaques coordonnées, ce qui désorganise l'acheminement vers Bamako et renchérit drastiquement les coûts et les délais logistiques. Des transporteurs internationaux ont annoncé d'ailleurs la suspension ou alors le réajustement de services à cause de la pénurie et de l'insécurité. L'impact économique et social est tangible à Bamako et ce dans plusieurs régions. Parce qu'il y a eu, pendant la période brutale de coupures fréquentes d'électricité, des enseignements scolaires. C'est pas passé parce que ça a été arrêté et des files interminables aux stations. C'était très embêtant pour le quotidien de tous les citoyens. Les attaques contre les citernes sont un mode opératoire assumé. Comprenez ça bien. On a des dizaines de camions détruits dans la zone frontalière de Kanyé au Sénégal avec pour objectif déclaré d'étrangler l'économie et de saper l'autorité de l'État malien. Bamako est clair et nous a clairement dit que cette crise est artificiellement créée depuis l'extérieur pour provoquer une agitation populaire et faire plier l'État. Sur la guerre informationnelle et l'appui extérieur aux terroristes, des responsables politiques maliens évoquent l'aide techno-opérationnelle jusqu'à des données satellitaires. Pourquoi cette stratégie d'asphyxie est cohérente? Parce que l'Occident a déjà utilisé ça plusieurs fois. Côté terreau, leurs soutiens sont des soutiens internationaux. Donc, ils ont eu les stratégies à mettre en place. C'est une méthode classique d'insurrection. Frapper les lignes de carburant, c'est toucher l'électricité, c'est toucher le transport, c'est toucher le commerce. Au final, ça touche la patience des citoyens. Vous vous rendez compte que quand il n'y a pas de carburant, rien ne se déplace au sein du pays. Vous n'avez plus de nourriture, vous n'avez plus de moyens de vous soigner et j'en passe. Il y a des gens qui osent dire que cette affaire, ce n'est qu'une crise interne, un problème de gestion et non pas une guerre. C'est faux. L'élément déclencheur opérationnel est la campagne d'attaque des citernes et les corridors d'import du pétrole. Et c'est d'ailleurs ce que confirment les médias, les témoins, les transporteurs et le gouvernement. On ne gère pas des cas de figure où des camions sont détruits, explosés, sont volés, détournés par de simples circulaires ou de simples gestions administratives, une série d'embuscades, d'attentats anti-logistiques. On détruit des camions. Tu vas gérer ça dans la logistique comment si c'est en envoyant des hommes armés? Certains nous sortent que le pouvoir exploite la crise pour se victimiser. Je demande, ceux qui disaient ça ignorent l'impact réel de ces attaques. Les coupures d'électricité, les fils à pompe, l'activité à l'arrêt, l'activité économique du pays à l'arrêt, nier l'agression logistique, en plus des victimes qui sont des chauffeurs de camions et j'en passe, des gars qui meurent en protégeant les convois, c'est invisibiliser les victimes civiles, les victimes militaires. Et surtout, c'est déresponsabiliser les terroristes et leurs sponsors. Donc ceux qui disent ça, vous savez quoi? Au mieux, vous soutenez le terrorisme et le bloc occidental qui finance ce terrorisme-là. Mais quand même, on parle d'un groupe armé qui a clairement revendiqué et assumé les attaques. Vous nous racontez quoi là? Dans les gens qui critiquent le Mali là, à cause de cette affaire, qui blablatent, qui forcément soutiennent les terroristes, il y a ceux qui disent que les terreaux pourraient prendre Bamako. C'est la preuve que l'État est fini. Donc parce qu'ils ont réussi à exploser 2-3 camions, ça veut dire qu'ils peuvent prendre Bamako, la capitale. Bravo. Laissez-moi rire. S'ils pouvaient prendre la capitale, pourquoi est-ce qu'ils s'attaquent aux camions? C'est exactement la stratégie d'un groupe qui cherche la concession politique sans épuiser ses forces sur le champ de bataille. Parce qu'ils savaient que sur le champ, ils ne peuvent plus rien faire. Maintenant, que peut faire l'État malien? Ils ont déjà mis en place une série de solutions très efficaces. Il y a des gens extrêmement intelligents qui travaillent là-bas, des gars bien placés, et ce qu'ils ont mis en place est redoutablement efficace. Ils ont sécurisé les derniers kilomètres. Renforcer la protection des camions quand ils s'approchent des zones sensibles, changer régulièrement les routes et les horaires et utiliser les unités rapides capables d'intervenir en quelques minutes. Magnifique idée. Parce que le but ici est simple. Rendre les attaques beaucoup plus difficiles. Ils ont multiplié les routes d'approvisionnement, utilisé davantage les corridors Sénégal et Guinée, créé des réserves de carburant dans plusieurs villes pour pouvoir éviter qu'une seule zone ne bloque tout le pays et surtout, comme on l'a vu, ils ont directement discuté avec les grands transporteurs pour organiser des convois plus sûrs et mieux coordonnés globalement. La communication de preuves concrètes. Je ne sais pas s'ils ont déjà mis ça en place, mais ils devraient. En gros, montrer au public ce qui a été saisi, qui a été attrapé où, quand, comment. Armes, explosifs, véhicules, personnes, avec des photos et vidéos. Expliquer comment est-ce que les groupes sont financés, comment les arrêter,
qui les a payés et quelles sanctions judiciaires vont être lancées contre eux. C'est le meilleur moyen en fait de couper court aux rumeurs et aux accusations d'incompétence du gouvernement malien. Il devrait y penser. Je pense que généralement le protocole c'est de donner la priorité pour les hôpitaux, l'eau, les transports publics et les services essentiels. Donc installer des générateurs dans les quartiers les plus touchés et j'en passe. Plus l'État montre qu'il agit pour protéger la population, moins les gens seront manipulés par le discours des groupes armés, leurs médias et leurs sponsors. Le pays est en train de subir une agression logistique documentée. La minimiser revient à tordre la réalité. Les ennemis de l'Afrique, l'ennemi du Mali ici, cherchent un gain politique par strangulation économique que par victoire militaire frontale. Parce que sur le côté frontal, ils ont perdu la guerre. Il y a déjà un certain nombre de personnes qui désignent clairement la France comme le principal organisateur de ce blocus. Selon le député du Parlement de la transition du Mali, Aliou Tounkara, les États-Unis et d'autres pays occidentaux pourraient être impliqués dans l'opération, ainsi que l'Ukraine qui, comme il l'a rappelé, a précédemment soutenu le Front de libération de l'Azawad, un groupe terroriste. L'Ukraine a soutenu l'Azawad. Donc, compte tenu des relations difficiles du Mali avec l'Algérie, les terroristes pourraient également compter sur un soutien transfrontalier. Le député fait comprendre qu'ils sont soumis à des agressions de la part de la France. Parce qu'ils ont choisi la bonne voie, celle de la coopération avec la Russie. Maintenant, les Français essaient de mobiliser d'autres pays occidentaux ainsi que l'Ukraine pour mener une guerre terroriste contre le Mali. Il a clairement dit, et c'est le président du cadre de réflexion patriotique pour la refondation du Mali. Les efforts diplomatiques n'apporteront probablement pas de résultats tangibles, rien comme d'habitude, estime Bamako. La solution réelle serait la consolidation des pays de l'AES. Seules les réponses conjointes des alliés peuvent être une véritable réponse souveraine à la pression extérieure. On peut lire là, le député malien Aliou Tounkara a demandé l'interdiction des importations ukrainiennes dans les pays du Sahel. Cette prise de position s'inscrit dans la continuité de la rupture diplomatique entre le Mali et l'Ukraine, officialisée récemment par Bamako. Dans une interview accordée aux médias russes Sputnik, Tounkara accuse les responsables ukrainiens de légitimer les violences armées dans la région, en particulier contre le groupe Wagner présent au Mali, du moins Africa Corps. Tounkara s'appuie sur des déclarations d'un représentant du ministre ukrainien de la Défense et de l'ambassadeur ukrainien au Sénégal. Selon lui, ces propos qui salueraient une attaque de rebelles maliens contre un convoi de Wagner / Africa Corp constituerait un soutien implicite à des groupes qualifiés de terroristes par le gouvernement malien. Il y voit une ligne rouge franchie et appelle à des mesures économiques fermes en réponse. Cet épisode s'inscrit dans un climat diplomatique déjà marqué par une rupture avec les partenaires occidentaux traditionnels du Mali. Depuis le départ des forces françaises et le renforcement des liens avec la Russie, Bamako multiplie les signaux d'alignement sur un axe anti-occidental. Moi, je dirais plutôt sur un axe pro-Afrique. Tout simplement. L'Ukraine, proche des puissances européennes et américaines, devient à son tour une cible de cette réorientation stratégique, en appelant à l'interdiction de produits ukrainiens à l'échelle du Sahel. Vous comprenez donc les enjeux et le député il a été assez clair. Donc, pour l'instant, le fardeau de la lutte contre la crise est porté par les combattants de l'armée malienne soutenus par ceux de l'AES. Ils protègent les convois de carburant et empêchent le pays d'être définitivement étranglé. Dans cette affaire, je le rappelle, on ne doit pas nier la participation de tout le bloc AES qui s'est immédiatement mobilisé pour pouvoir aider le Mali, son frère d'armes. Donc voilà, c'est ce que j'avais à partager avec vous dans cette vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. N'oubliez pas d'aller dans l'onglet Post pour pouvoir répondre au quiz de la journée et on se retrouve une prochaine fois. Kuraikite yo dibaye o abayi o yandama ba ya